Guillaume Soro se prononce sur le mandat d'arrêt international émis à son encontre par le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale dit privilégier la voie diplomatique pour le règlement de cette affaire, annonce faite ce matin lors d'une rencontre entre le chef du Parlement et les députés du Grand Ouest. La France entend appuyer davantage la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement supérieur. À travers le contrat de désendettement et de développement, C2D, Paris veut renforcer les équipements didactiques et encourager la recherche scientifique dans les universités ivoiriennes. Et puis, à l'étranger, l'Égypte, aujourd'hui, est commémoré le 5e anniversaire de la Révolution sous haute surveillance policière. La police a renforcé son dispositif de sécurité au Caire, notamment dans le centre-ville. La place Tahrir, au lieu de la contestation en 2011, a également été bouclée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images du palais présidentiel. Le président du directoire de Maroc Télécom, Abdeslam Aïzoun, a été reçu aujourd'hui au palais donc par le chef de l'État. Maroc Télécom veut investir en Côte d'Ivoire dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Abdeslam Aïzoun indique que son groupe milite pour la démocratisation des technologies de l'information et de la communication avec le mobile, le fixe et surtout Internet, devenu aujourd'hui l'outil essentiel de communication des entreprises, des citoyens, des étudiants, des chercheurs et des enseignants. Par la suite, le président Alassane Ouattara a eu un entretien, vous le voyez sur ces images, avec Cheikh Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA. Vous aurez tous les détails de ces deux rencontres dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État avait indiqué privilégier la voie de la diplomatie dans le règlement de l'affaire du mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso à l'encontre du chef du Parlement ivoirien. Eh bien, le concerné, Guillaume Soro, s'aligne sur ce choix. Le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur la question ce lundi. C'était à la faveur d'une rencontre ce matin entre le chef du Parlement et les députés du Grand Ouest. Le compte-rendu de Michel Dicré. Je suis serein. La sérénité, c'est le sentiment que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voulu partager avec les députés des régions de l'ouest du pays. Guillaume Soro les a par ailleurs mis en mission avec une feuille de route. Rassurer et toute la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, mais surtout celle fortement représentée dans l'ouest du pays et qui pourrait craindre une détérioration des relations entre les deux États. Que personne ne se trompe. Nous continuerons d'entretenir les meilleures relations avec nos frères du Burkina Faso. C'est pourquoi je vous mets tous, sans exception, chacun ici, de retourner dans vos circonscriptions pour passer le message de la tranquillité et de la paix. Pour Guillaume Soro, il faut privilégier la voie diplomatique telle que préconisée par le président Alassane Ouattara pour le règlement de cette affaire. En ce qui me concerne, je ne peux que m'aligner sur la position du président de la République. Mon avis est simple. Il ne faut pas nous détourner de ce qui est l'essentiel pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous concentrer sur ce qui préoccupe les Ivoiriens. Ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est la sécurité, c'est de vivre dans la tranquillité, et c'est l'épanouissement. Les députés de l'ouest de la Côte d'Ivoire, eux, ont réaffirmé leur soutien au président de l'Assemblée nationale qui a promis effectuer très prochainement une visite dans cette région du pays. On en vient à cette rencontre autour de la lutte contre le changement climatique après la COP21 qui s'est tenue à Paris et dans la perspective de la COP22 qui se tiendra au Maroc. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé aujourd'hui avec la présidente du R20, Region of Climate Action. Ahmed Bakayoko et Saban Michel ont abordé la revalorisation des déchets et l'harmonisation d'initiatives conjointes dans la lutte contre
le changement climatique. Dans quelques mois se tiendra en Côte d'Ivoire le 2e sommet des consciences dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. En prélude à cet événement, la présidente du R20, Region of Climate Action, Michel Saban, s'est entretenue avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont aussi porté sur la gestion des déchets ménagers pour la préservation de la planète. Nous avons évoqué quelques sujets, notamment la question des déchets, la revalorisation des déchets, pour faire en sorte que ça devienne un enjeu majeur en Côte d'Ivoire et une prise en compte, une prise de conscience des hommes et des femmes, notamment de la jeunesse ivoirienne dans la matière. Ce que nous avons surtout décidé, c'est que la Côte d'Ivoire sera en pointe au moment de la COP22 au Maroc, porteuse de projets, de solutions et de réalisations. Pour Michel Saban, la formation des jeunes, leur insertion économique ainsi que la participation des femmes à la lutte contre le changement climatique constituent une priorité dans la mise en œuvre de ces initiatives. À cette rencontre, la présidente du R20 était accompagnée d'une délégation de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Fondée en 2010 par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, Region of Climate Action constitue un réseau mondial de partenaires techniques et financiers qui identifient et financent des projets économiques et environnementaux. Depuis son adhésion en 2011 au projet régional de gestion rationnelle des polychlorobiphéniles, un polluant organique très dangereux, la Côte d'Ivoire a réalisé une partie de son inventaire de 2012 à 2014. Elle a soutenu un plan national d'élimination et procédé le 20 mars de l'année dernière au premier enlèvement des transformateurs contaminés au BCP et hors service. La sensibilisation suit son cours. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise depuis ce lundi en collaboration avec le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm un atelier. L'objectif est de permettre aux parties d'avoir une meilleure compréhension des impacts sanitaires et environnementaux des PCB. On apprend un peu plus avec Hamza Diaby. PCB, polychlorobiphénile, ce sont des composants chimiques dangereux appelés même polluants organiques très persistants qui mettent des centaines d'années à se dégrader, nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine. La Côte d'Ivoire a adhéré en 2011 au projet régional de gestion rationnelle des PCB, d'où cet atelier organisé conjointement par le Conseil régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone et le ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable. 40% de nos transformateurs ici en Côte d'Ivoire sont contaminés. Nous avons programmé cet atelier pour sensibiliser tous ceux qui ont un lien direct ou qui manipulent ces transformateurs contaminés pour qu'ils puissent prendre les précautions idoines pour ne pas se contaminer ou contaminer l'environnement. La sensibilisation est donc le maître mot de cet atelier qui va durer 48 heures. Il réunit le coordonnateur du projet sur les PCB, les experts commis par le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour mener la sensibilisation et le Centre régional lui-même. Ces mêmes produits, vous pouvez les retrouver dans d'autres secteurs, par exemple les appareils électriques et électroniques. Ça peut être dans des téléphones, ça peut être dans autre chose. Et c'est justement pour permettre à tous les relais de pouvoir donc diffuser large par rapport aux conséquences ou aux méfaits de ces polychlorobiphéniles. Le coût de remplacement des transformateurs contaminés au PCB avec un taux supérieur à 500 ppm est estimé à 410 millions de francs CFA hors frais de montage et d'élimination. Cette phase a abouti à l'enlèvement des premiers transformateurs contaminés hors service le 20 mars 2015, soit 2904 kg de PCB pur enlevés. Un autre atelier, cette fois, il concerne la définition des critères de prix nationaux et du prix CEDEAO de la qualité. Il s'est tenu aujourd'hui ici à Cocody. L'objectif est de promouvoir une culture de la qualité afin de faciliter les échanges en Afrique de l'Ouest. Cet atelier a vu la participation des représentants de 15 pays de la CEDEAO et de la Mauritanie, des commissions de CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que de certaines fêtières. Les précisions de Justine Seydike. La qualité pouvant se définir comme la capacité à atteindre les objectifs opérationnels visés,
La commission de la CEDEAO promeut des prix nationaux et CEDEAO de la qualité pour faciliter les échanges régionaux et internationaux pour une meilleure protection des consommateurs. La commission de la CEDEAO, appuyée par l'Union européenne et son partenaire l'ONUDI, s'attelle depuis une dizaine d'années donc à remonter le niveau de la qualité qui permettra à nos produits, à nos services d'être compétitifs et qui permettra aussi à nos consommateurs et à l'environnement aussi d'être protégés. Cette plateforme d'échange est le lieu pour les représentants des États de la CEDEAO et de la Mauritanie, des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA et de certaines fêtières régionales d'entreprises de définir les critères des prix nationaux et CEDEAO de la qualité. Les critères vont surtout se baser sur des normes génériques où, quelle que soit l'entreprise, sa fonction, l'activité, ça puisse être applicable à ces organisations ou entreprises. Donc, on a retenu essentiellement deux normes, l'ISO 9001 et l'ISO 9004. Ces deux normes parlent de la performance durable des entreprises. La Côte d'Ivoire, forte de son expérience en matière d'organisation de prix de la qualité, apporte sa contribution. La Côte d'Ivoire a beaucoup plus d'expérience par rapport à tous les pays réunis aujourd'hui en matière d'organisation du prix qualité. Donc notre apport sera vraiment très important. La première édition du prix CEDEAO de la qualité se tiendra en 2017 avec l'appui du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième édition de la semaine des douanes ivoiriennes a démarré ce lundi à l'école des douanes au Plateau. Ces journées, de façon générale, visent à familiariser les partenaires aux procédures douanières. L'enjeu d'une telle activité est d'améliorer les prestations et l'image de marque des services douaniers. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. C'est entre autres l'objectif de la deuxième édition de la semaine des douanes ivoiriennes qui a démarré ce lundi à Abidjan. Ces journées offrent spécifiquement aux opérateurs économiques l'occasion de mieux connaître l'administration des douanes ivoiriennes à travers ses missions, ses procédures, ses textes, ses réformes, les avantages accordés pour la promotion économique, mais aussi le contentieux. Bien souvent, nous faisons, à tort ou à raison, l'objet de nombreuses critiques. Donc nous voulons nous arrêter, prendre le temps de nous regarder nous-mêmes, de dialoguer avec nos partenaires et de relever nos forces, mais aussi nos faiblesses. Il s'agit également d'expliquer aux opérateurs économiques que les douanes détiennent la clé du succès des politiques adoptées en matière de fiscalité, d'industrie, de commerce, de protection sociale et d'environnement. Ces journées réjouissent au plus haut point les créateurs de richesses. C'est une opportunité qui est donnée aux commerçants pour mieux nous imprégner des manuels de procédure, de dédouanement et de comment fonctionne la douane. Ça nous permet de nous familiariser avec l'outil douane et le personnel de la douane. Nous avons une meilleure collaboration avec la douane, puisque la douane a mis une structure qu'on appelle low-code. Lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent, nous nous retrouvons autour de low-code pour plancher sur ces problèmes entre opérateurs économiques et la douane. Fin octobre 2015, l'administration s'est vue dotée de 2 scanners de dernière génération, d'un coût de 3 milliards de francs CFA, afin de renforcer le contrôle douanier et lutter plus efficacement contre la fraude. Et on le disait en titre, la France entend appuyer davantage la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement supérieur. À travers le contrat de désendettement, de développement, CEDD, Paris veut renforcer les équipements didactiques et encourager la recherche scientifique dans les universités ivoiriennes. Roger Appé, Hugues Veblé. Avec Ramata Ali Bakayoko, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, a discuté des besoins des universités ivoiriennes dans le domaine de la recherche scientifique et des équipements didactiques. L'ambassadeur a annoncé que la France va apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour faire face aux problèmes que connaissent les universités du pays. Un budget de 42 milliards de francs CFA est disponible à cet effet dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D.
La recherche ivoirienne a toujours été un très grand exemple dans le passé et là elle revient vraiment sur le devant de la scène avec de grands projets dans des grands secteurs, y compris sur des laboratoires de pointe. Et c'est normal qu'entre deux pays qui ont depuis longtemps une histoire de la recherche scientifique, sur le cacao, mais aussi en matière de santé, aujourd'hui on retrouve les collaborations d'autrefois. Aujourd'hui, la nouvelle est encore très bonne, puisque la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, a multiplié le budget par 2. Je crois que ça mérite de remercier donc son Excellence. Ça va nous permettre de renforcer les actions qui ont été commencées par mon prédécesseur et donc d'accélérer et d'atteindre donc sûrement les résultats attendus par le président de la République. Depuis des années, la France accompagne les autorités ivoiriennes dans l'équipement des universités et grandes écoles, aussi bien publiques que privées. Des actions de développement qu'elle compte poursuivre selon son ambassadeur pour une meilleure coopération avec la Côte d'Ivoire. Cet appui de la France pour renforcer l'enseignement supérieur ivoirien peut ravir les acteurs du secteur de l'enseignement technique. Les acteurs qui étaient en séminaire il y a quelques jours, ils ont été invités par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à faire plus d'efforts pour relever tous les défis. Moussa Konaté. L'enseignement technique et la formation professionnelle à la recherche d'un nouveau souffle. Un séminaire donc pour plancher sur la question. 48 heures d'échange entre les acteurs pour identifier les faiblesses du secteur. Également des propositions pour une meilleure organisation. Nous avons besoin des équipements dans le sens de mieux conduire les séances de micro-enseignement et nous avons besoin de laboratoires pour des simulations dans les formations du génie mécanique, du génie électrique et de la construction métallique. Mais c'est des difficultés qui vont être certainement aplanies. Il faut associer un certain nombre de dysfonctionnements qui apparaissent au niveau des structures. Telle a telle compétence, mais elle ne réalise pas. Telle se retrouve avec telle autre mission, qu'on retrouve la même mission dans d'autres structures. Les structures ont tendance à se retrouver dans les mêmes missions, ce qui crée beaucoup de confusion. Réhabilitation d'infrastructures de formation, révision des filières d'enseignement, renforcement des capacités du personnel d'encadrement, qualité de formation adaptée au marché de l'emploi. Tout est passé au peigne fin pour traduire en acte la vision de l'État ivoirien. C'est de faire en sorte que les hommes qui sortent de cet enseignement aient le meilleur niveau de qualification pour ne pas tomber dans le chômage. Le monde a beaucoup changé, a évolué. Il y a des filières qui ne font que générer du chômage, alors qu'il y a d'autres qui font partie du monde nouveau de l'innovation. Et ce sont ces filières-là qu'il va falloir promouvoir. Faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle des piliers du rayonnement économique du pays. Pour atteindre cet objectif, le ministre Paul Kofi Kofi appelle à l'engagement de ses collaborateurs pour relever les défis nouveaux. Dans l'actualité judiciaire, ce lundi, la reprise du procès dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye. L'audience qui concerne 24 militaires présumés assassins du général, des membres de sa garde rapprochée et des membres de sa famille avait été suspendue jeudi dernier à la demande des avocats de la défense. Le procès se tient à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le tribunal, après avoir statué sur les exceptions soulevées par la défense, notamment l'irrégularité de la composition du tribunal, l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et d'amnistie, les a déclarés non recevables. Par conséquent, l'audience des 24 prévenus poursuivis pour les faits qualifiés d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de sa garde rapprochée et des membres de sa famille, le 19 septembre 2002, pouvait commencer. Premier à la barre, l'adjudant Kwadjo Kwadjo poursuivi pour complicité d'assassinat du général et de son épouse. Il a avoué avoir conduit l'expédition sur la cathédrale où était retranché le général Robert Gueye. Il a reconnu avoir sorti le général de son lieu de cachette pour le remettre à Dogbobli, alors colonel, et au capitaine Seka Seka Anselme. L'adjudant Kwadjo Kwadjo ajoute que ce sont ces derniers qui ont conduit le général Robert Gueye vers une destination inconnue. Il a également reconnu leur avoir livré l'épouse de Robert Gueye. Pour les avocats des victimes, justice doit être rendue. Les faits ne sont pas amnistiables. Nous avons beaucoup d'espoir qu'on connaisse la vérité.
Et c'est pour ça que vous avez dû constater qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons faire le point, nous allons faire la synthèse et nous allons dégager les lignes de force de cet interrogatoire. Nous savons que les faits ont été commis. Nous avons une idée sur les auteurs de ces faits. L'audience reprend ce mardi 26 janvier avec la comparution des autres prévenus. Les acteurs du secteur pétrole et énergie se sont retrouvés pour faire le bilan des activités de l'année 2015, occasion de faire le point des investissements et de nombreux programmes de développement dans le secteur. On en sait un peu plus avec Mamadou Kwasi. Ils étaient tous là. Les acteurs du secteur du pétrole et de l'énergie, privés comme publics, se sont retrouvés pour faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi pour jeter les bases de la nouvelle année. Si le bilan 2015 est jugé satisfaisant, beaucoup reste à faire pour que ce secteur contribue efficacement au développement économique de la Côte d'Ivoire pour le bien-être de la population. Nous voulons rêver grand, faire en sorte que nous soyons sur le plus grand marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on nous a demandé de passer de 2000 à 4000 MW. Nous devons nous armer, aller au-delà des 4000 MW. Parce que les 4000 MW ne seront pas suffisants pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. J'invite donc Azito, Cyprel, tous les autres intervenants à commencer à réfléchir, à nous présenter un programme. Au niveau de l'énergie, de nombreuses initiatives sont en cours. Pour la période 2016-2020, 5 500 milliards de francs CFA seront investis dans divers programmes de développement énergétique, prenant en compte les énergies renouvelables. Améliorer le ratio qualité-prix des produits servis aux populations, répondre avec efficacité à la demande d'énergie des pays voisins frères et à travers les projets d'interconnexion. Lutter efficacement contre la cherté de la vie. Le ministre Andaman Tounkara et ses collaborateurs ont promis faire plus pour le bien-être de la population ivoirienne en cette année 2016. Cela passe par la qualité de la production d'électricité avec un coût supportable pour tous les ménages. Ce n'est pas le tarif qui est en cause, mais c'est notre utilisation de l'électricité en Côte d'Ivoire qui est en cause. Il y a seulement la semaine dernière, le Ghana a augmenté le tarif de l'électricité de 62,83%. 220 francs le kilowattheure. Ici en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, c'est 68 francs, 70 francs le kilowattheure. Selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, tous les villages de plus de 500 âmes seront électrifiés à la fin de l'année 2016, à la demande du président de la République, Alassane Ouattara. Concernant la production du gaz naturel, les actions déjà entamées seront renforcées pour répondre aux besoins des populations. Au niveau de la formation, une centaine de jeunes Ivoiriens sont en formation dans différentes universités du monde entier. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée solennelle avant-hier au lycée technique de Cocody. L'événement a vu la participation du ministre du Commerce. Jean-Louis Billon a exhorté ses poulains à être des leaders au service de la société. Fidèle aîné, Moussa Konaté. La nouvelle équipe dirigeante de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire prête serment. Élus pour le mandat 2016, les présidents locaux, le président national et les membres du bureau national ont été présentés à l'Assemblée. Le nouveau président présente les grands axes de son mandat. Pour cette mandature 2016, notre signe, c'est osons entreprendre et notre vision, c'est tous pour une citoyenneté plus active. Cela veut dire que nous allons travailler sur l'entrepreneuriat jeune, nous allons travailler sur la motivation à la jeunesse à entreprendre, nous allons travailler sur le coaching des jeunes à entreprendre et nous allons en tout cas batailler pour que cette jeunesse-là puisse œuvrer pour un développement dans notre pays. Président de cette cérémonie de rentrée solennelle, le ministre Jean-Louis Billon a exhorté les membres de la Jeune Chambre internationale à être des leaders au service de leur communauté. La paix est le préalable à tout développement. Il n'y a pas d'aventure d'entreprise s'il n'y a pas la paix et la stabilité avant tout. Le développement de l'homme est inconcevable sans la paix. Nous devons tous œuvrer à la maintenir pour que la vocation à l'universel qu'incarne la Côte d'Ivoire soit une réalité vivante, mais aussi source de bien-être et de progrès pour toutes les populations. La Jeune Chambre internationale est une organisation qui a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement personnel. À l'étranger, le Burkina Faso a rendu aujourd'hui à la place de la Nation un hommage national aux victimes des attaques terroristes survenues le vendredi 15 à l'hôtel Splendide et au café Cappuccino, ayant fait 30 morts et 56 blessés
Cet hommage national se tient au lendemain d'une cérémonie de recueillement et d'une marche silencieuse baptisée Chaîne de la Lumière, organisée hier et avant-hier par des citoyens burkinabés et des organisations de la société civile. Et suite à cet attentat au Burkina Faso, les rumeurs se sont répandues dans plusieurs capitales africaines, notamment à Abidjan. Et suite à ces rumeurs faisant état d'attaques susceptibles d'être menées, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a donc produit ce communiqué. L'ambassade des États-Unis dément catégoriquement l'information largement diffusée selon laquelle elle aurait adressé un message d'alerte contre le terrorisme à ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Aucune alerte de ce genre n'a été envoyée. Cette information est malheureusement basée sur un reportage sans fondement. Ceci est regrettable et nous voulons éviter une psychose inutile aussi bien parmi les Américains que les Ivoiriens. Au regard de la situation sécuritaire dans la sous-région, nous continuons d'appeler les citoyens américains à rester prudents. S'il s'avérait nécessaire de publier un message sur une alerte spécifique, nous la rendrons publique comme il est de coutume par un communiqué officiel sur le site internet de l'ambassade, le Smart Traveler Enrollment Programme et à travers les réseaux sociaux. C'est un communiqué délivré par le service presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Toujours à l'étranger, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est endeuillé ces dernières semaines par une épidémie en constante évolution, la fièvre hémorragique de Lassa, causée par des rongeurs. La maladie a déjà enregistré 76 morts. Pour éviter de contracter le virus, les populations nigérianes mènent une guerre contre ces rongeurs vecteurs de l'épidémie. Conséquence, la vente de poisons à rats explose, le commerce est multiplié par 4. Avant l'épidémie, c'était un commerce banal. La vente de poisons à rats fait désormais recette au Nigeria. Nul ne veut de rongeurs de ce type chez lui, vecteur de la transmission de la fièvre à Lassa. Une épidémie qui a fait 76 morts en seulement 6 semaines. On a l'habitude d'avoir 5 à 10 clients quotidiennement, mais maintenant on a plus de 30 personnes par jour. Tout le monde vient chercher du poison avec l'épidémie de fièvre Lassa. L'activité marche si bien que certains vendeurs, loin de laisser les clients venir à eux, préfèrent la vente à la criée. Concurrence oblige. Nous gagnions entre 400 et 500 naira par jour. Et maintenant, nous faisons 2000, 3000, voire 4000 naira. On sort vendre dans la rue et on revient satisfait. De 1200 à 12 000 francs CFA par jour, l'activité connaît un véritable boom. Cette ruée vers l'achat des produits pour se prémunir contre l'épidémie n'a toutefois pas empêché l'apparition d'autres nouveaux cas. Cette semaine, le ministre nigérian de la Santé enregistre 212 cas suspects de la fièvre de Lassa. De son côté, le Centre américain de contrôle et de prévention dénombre entre 100 000 et 300 000 cas par an en Afrique de l'Ouest, dont 5 000 décès. En Égypte, aujourd'hui est commémoré le 5e anniversaire de la révolution sous haute surveillance policière. La police a renforcé son dispositif de sécurité au Caire, notamment dans le centre-ville. La place Tahrir, au lieu de la contestation en 2011, a été bouclée. Reportage. 2011, des centaines de milliers d'Égyptiens déferlent dans les rues du Caire. Ils demandent la chute du régime autoritaire de Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans. Après 18 jours de manifestations et de violences, Moubarak démissionne. Mais pour les jeunes activistes comme Mustapha, dentiste au Caire et ancien député de l'opposition, le régime aujourd'hui en place a accru la répression par rapport à l'ère Moubarak. On nous a interdit d'apparaître dans les médias depuis plus de 2 ans. L'espace réduit qui nous reste dans les journaux va peut-être rester ouvert ou totalement fermé. Mais mon devoir et ma responsabilité est de parler de ce en quoi je crois, que le régime l'apprécie ou pas. Car en fin de compte, notre combat était pour la démocratie, et la démocratie n'a pas été mise en place jusqu'à ce jour. Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort au Caire, veut empêcher toute nouvelle manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers mois, les autorités ont fermé plusieurs cafés et salles de spectacle où se réunissaient activistes et anciens révolutionnaires. Les autorités mènent également une campagne brutale contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, renversé par le maréchal Sisi en juillet 2013. Des centaines d'entre eux ont été tués et des milliers d'autres arrêtés. Mais beaucoup d'Égyptiens sont fatigués de l'instabilité économique et politique et soutiennent Sisi, vantant sa figure d'homme à poigne. Les Égyptiens sont en colère et ne sont pas satisfaits. Les conditions de vie empirent chaque jour.
L'espoir en l'avenir est très flou. Les Égyptiens n'arrivent plus à savoir ce qui va se passer demain. La place Tahrir, symbole de la révolution, est aujourd'hui totalement sous contrôle des autorités. Pourtant, en 2011, les Égyptiens y manifestaient au cri de pain, liberté et justice. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans Lundi Sport. Moi, je vous dis à demain 20h. Excellente soirée sur RTI 1.